Ma sœur avait pu se libérer quelques heures et nous avions convenu d'aller nous promener au parc, près des vieilles ruines, là où, étant enfant, nous avions passé tant de temps à jouer. Je voyais à sa mine qu'elle avait quelque chose à me dire, mais, ne voulant pas la braquer, je ne la pressais pas. Je lui avouai que le livre qu'elle m'avait offert s'usait plus vite que prévu car j'en faisais la lecture au moins 2 fois par semaine. Légèrement honteux, je confessais également que j'avais taché la couverture avec un peu de vin. Jeanne sembla ne pas m'en vouloir et n'attachait que bien peu d'intérêt à ma mésaventure. À vrai dire, elle était fortement préoccupée par quelque chose d'autre. Elle attendit que nous soyons près du vieil arbre pour aborder le sujet. Heureusement pour moi, elle fut directe et m'épargna une angoissante attente. Depuis quelques semaines, elle en avait la conviction, mais désormais elle en était sûre, elle attendait un enfant. Un enfant. J'allais devenir oncle. Je la félicitais pour cet heureux événement et manquerais de savoir si elle l'avait annoncé à nos parents. Jeanne me dit qu'elle ne les avait pas encore informés, mais qu'elle comptait le faire le jour même. Et, justement, si elle avait désiré me voir avant, c'était pour que je sois à ses côtés pour ce moment. Bien entendu, j'acceptais. La nouvelle fit fondre maman en larmes. Mon père, quant à lui, s'éclipsa à la cave et en ressortit, les yeux rougeoyants, une bouteille de champagne à la main. Ce cru était le cadeau d'un parent de Châlons, venu nous rendre visite une fois alors que je n'étais qu'un petit garçon. Ma sœur sembla soulagée. Je me réjouissais, espérant secrètement que l'enfant à venir tiendrait plus d'elle que de son père. Je dus m'éclipser, ayant affaire avec Stanislas. Nous avions résolu de mettre à exécution notre plan de recrutement d'actrices le jour même. Nous nous rendîmes dans les quartiers piteux, où les orphelines affamées et désespérées sont légion. Il fut convenu qu'ayant une bobine plus taciturne que le visage avenant de Stanislas, je ferais le rôle du méchant qui importunerait une fille. Stanislas incarnerait le chevalier servant qui la tirerait de mes griffes, puis la ramènerait à la tour, où nous devions nous retrouver plus tard. Le sort désigna une chiffonnière blonde et chétive, qui me demanda si je n'avais pas un bout de tissu à mettre dans sa hotte. Sans gêne, je caressais son jeune minois, disant que même les torchons avaient un prix. Elle bredouilla et entreprit de partir, mais je la saisis vivement par le bras. Je sentais sa peur. Quel doux parfum. Stanislas ne se fit pas attendre. Il me héla et me rabroua avec une conviction saisissante de réalisme. Je jetai un regard aussi mauvais que possible à la fille avant de feindre la déconfiture. Je vis dans ses yeux que notre plan avait fonctionné. Encore sous l'émotion impétueuse que m'avait procurée mon aventure, je m'empressais de trouver Léon, le frère de Stanislas, et lui contai le bon espoir que j'avais dans la réussite de notre plan. Il ne me crut point, si bien que je lui proposai de tenter lui-même le stratagème. Cette fois encore, je pris le rôle de l'agresseur. J'avais un sincère plaisir à jouer la comédie. Léon prit le chemin de la tour en bonne compagnie. J'attendis sur la place de la Contrescarpe, jusqu'à ce que le vieux Joly vienne me trouver et me dise que j'étais attendu à la tour. Nous nous rendîmes chez Stanislas. J'avais un mal de chien à contenir mon excitation. Stanislas referma la porte dès que Joly et moi fûmes entrés. Il y avait dans l'appartement les 2 fillettes, assises à table, un verre posé devant elles. En me voyant, elles eurent un air de terreur bien pire que celui que je leur avais causé dans les ruelles. Sans doute venaient-elles de comprendre notre supercherie. Certes, elles n'avaient pas le charme et l'assurance que dégagent les femmes plus âgées, mais leur innocence, leur forme à peine dessinée, faisaient croître en moi un désir que je ne pouvais réprimer. L'une d'elles cria, mais fut interrompue par une gifle de Marie. Bientôt, à ma grande surprise, elles s'évanouirent toutes les 2. Stanislas me dit que, pour plus de discrétion et pour que les filles n'aient aucun souvenir à raconter à la police, il leur avait fait boire, à leur insu bien entendu, des breuvages narcotiques. Enfin, le spectacle pouvait commencer. Ah, quel souvenir! Je voyais le vieux Buridan s'acharner sur la belle Marguerite. Elle me regardait, l'air de dire « C'est à toi que je pense, tandis que ce vieil homme me prend. Viens, remplace-le donc. » Stanislas, enfin, Philippe d'Aulnay, prenait brutalement une des fillettes évanouies en citant des passages de la pièce. Léon pratiquait sur elle une irrumation à vous étouffer une pierreuse aguerrie. Quant à moi, comme hors de mon corps, j'assistais à la scène. Je me voyais donnant des coups de rein toujours plus fougueux dans le corps de mon actrice. Je tenais ses cheveux avec poigne. Elle ne criait pas. Je l'embrassais. Elle ne se dérobait pas. Je la giflais. Elle ne pleurait pas. Quelle jouissance! J'étais dans la tour de Nesle. À un moment, l'une de nos actrices s'éveilla et appela sa mère à tout bout de champ.
J'avais dû la faire taire via quelques coups de poing qui finirent par l'assommer aussi bien que les narcotiques. Nous terminâmes la pièce alors que la lune était à son zénith. Nous versâmes à nouveau dans les bouches de nos jeunes comédiennes des narcotiques pour éviter qu'elles ne se réveillent, et sortîmes pour les remettre là où nous les avions trouvées. Il fallait profiter de cette heure où les noceurs s'endorment et où les travailleurs s'éveillent pour nous débarrasser d'elles. Encore sous le coup de l'excitation et de l'euphorie du plaisir rassasié, Stanislas et moi sortîmes dans la rue, nos 2 frêles comédiennes dans les bras. Nous les avions négligemment rhabillées et leur sang coulait paisiblement sur leurs guenilles misérables depuis les croix que nous leur avions taillées au couteau sur leurs bras. Après tout, n'avaient-elles pas participé à notre pièce ? J'éprouvais cependant une étrange sensation. Comment pouvait-il être possible que les corps dont nous avions tiré tant de plaisir puissent se changer en un tel fardeau ? Il faudrait sans doute revoir cette partie de notre plan pour les prochaines nuits. Nous déposâmes les corps endormis sur les pavés boueux d'une ruelle, près d'une borne. Alors que nous repartions, je sentis l'euphorie prendre complètement possession de mes moyens. Enhardi et persuadé que le monde seul ne pouvait aller contre ma volonté, je m'exclamais à plein poumon, sous les rires tonitruants de Stanislas, « Il est 4 heures, la pluie tombe, tout est tranquille. Dormez, braves gens. »